Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de notre récapitulatif de l'offre Roadster de plus de 900 cm3 sur 2021. Deuxième partie qui sera dédiée au Roadster en général autour de 1000 cm3 jusqu'à 1050 à peu près puisque la Z1000 fait 1050 et dont la puissance est comprise entre 140 chevaux et 175 chevaux. Puisque en fait, pour moi le seuil en fait de la catégorie supérieure, c'est la Chono qui démarre à 175 chevaux. Donc plus précisément en fait, on va avoir des puissances qui seront comprises entre 142 chevaux pour la Z1000 et 165 chevaux sur la S1000R qui fait aussi partie de cette catégorie. Donc on va commencer tout de suite. Il y a pas mal de motos en fait, mais on va en aborder trois simultanément parce qu'elles ont beaucoup de points communs ces motos. D'abord, elles sont plus techniquement au catalogue du constructeur, mais je pense elles vont encore s'écouler sur du stock auprès de certains concessionnaires, parce qu'ils ont encore le droit de vendre des motos Euro 4 sur cette année. Et donc elles sont plus au catalogue, je pense, pas justement parce elles ont pas été portées vers la norme Euro 5. Est-ce que derrière elles seront remplacées par un modèle à terme, ou est-ce qu'elles vont simplement vivre leurs derniers instants et mourir de leur belle mort? Ça dépendra de chaque constructeur. Je pense qu'ils ont tous un plan différent. Et puis, donc ces motos ont aussi des équipements qui sont assez similaires, hein. C'est vraiment dans un mouchoir de poche, le même type de suspension. Les trois, en fait, c'est du Kayaba. Le freinage sera aussi similaire avec du Brembo ou du Tokiko, mais c'est dans la même gamme. Finalement, ce sont des modèles qui sont assez proches, donc autant sur leur partie cycle que sur leur tarification et même aussi sur leur puissance. Donc on va commencer par la MT10. J'ai même pas en fait de fiche, qui n'est même plus mentionné en fait sur le site du constructeur. Donc c'est pour ça que je suis allé sur un site indépendant qui relate un peu les spécifications de la machine. Donc on va passer rapidement sur ces trois machines, hein, parce que de fait elles vont pas non plus être super dispo je pense à l'achat, mais ça peut être des bonnes affaires précisément parce qu'elles sont en fin de vie. Une de conception un peu plus ancienne parce qu'elles sont pas bardées d'électronique comme peuvent l'être certaines de leurs concurrentes, et je pense notamment à la S1000. Mais ce sont encore de bonnes machines qui ont été finalement, qui sont pas si vieilles que ça, hein. C'est des machines qui ont vu le jour en 2016. C'est pas non plus très vieux, ça fait jamais que 5 ans. Mais ça va tellement vite qu'aujourd'hui elles paraissent dépassées alors que ça reste encore d'excellentes motos. Donc niveau moteur, on hérite ici d'un bloc de la R1 qui a été un peu assagi, plutôt arrondi en fait, hein, un peu plus rempli dans les bas régimes et qui développe un peu moins de puissance. Bon, on est encore sur du 160 chevaux, 11 500 tours minute, hein, ce qui est à la fois parfaitement convenable en termes d'allonge et de puissance maxi. Un couple placé assez haut, important mais placé assez haut. Bon, après sur un moteur comme celui-ci, ça n'a pas une importance énorme de toute façon. Ça tire tout le temps. Voilà, dès qu'on arrive sur 2000, c'est des moteurs qui sont pleins de toute façon. Donc ils explosent encore plus là en l'occurrence en haut, mais même en bas, hein, ça tire, il n'y a pas de problème. Partie cycle, c'est du Kayaba avant-arrière réglable, et puis voilà. Finition, la finition de la gamme MT, moi perso je la trouve pas ouf de base. Après c'est quand même bien meilleur que la 09, hein, en même temps ça peut pas être pire. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Moi je trouve qu'on est en dessous par exemple de finition anglaise ou italienne. Vous voyez, il y a quand même un peu du cap qui passe partout. Bon, l'esthétique, c'est un peu particulier, donc c'est quand même mieux que la 09. De toute façon, c'est normal, hein, c'est la gamme supérieure. Mais la finition, ça a jamais été la principale qualité de la gamme MT. Voilà, électronique, c'est un peu plus ancien. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une bécane qui est pas super chère par rapport à ses performances. On est sur du 14 000 euros. Ça marche fort, c'est plein partout, c'est sain. Il n'y a pas d'électronique embarquée, il y a de l'électronique, un anti-patinage, un ABS, etc. Mais il n'y a pas de cornering ABS, il n'y a pas de centrale, il n'y a pas d'IMU dessus. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est bien de l'avoir. Maintenant, si on l'a pas,
c'est pas très grave non plus, on peut faire sans. C'est mieux avec, mais sans, c'est pas la même révolution que quand on est passé de bécane ABS à sans ABS. Voilà. C'est bien, mais on peut faire ça. Et encore une fois, 14 000 euros, c'est pas cher, sous couvert bien sûr qu'on puisse encore la trouver. Je pense qu'elle sera bientôt remplacée par une version Euro 5 qui devrait à mon avis suivre la tendance de l'inflation de cylindrée euh, et qui sera à suivre l'année prochaine. Cette année, voilà, si vous pouvez éventuellement mettre la main, si vous voulez une MT10 et vous pouvez mettre la main sur celle-là, je pense que vous ferez une bonne affaire. Sinon, éventuellement aussi attendre l'année prochaine, je pense qu'ils vont nous sortir un truc intéressant Yamaha, avec probablement peut-être aussi une inflation tarifaire, mais ça devrait être remis au goût du jour et extrêmement compétitif. Chez Suzuki, GSX S1000, là c'est encore moins cher, on est en dessous de 13 000 euros. Bon, alors là c'est un peu plus ancien, hein, voilà, c'est du même enfin, rien que sur la photo là, sur le site, on voit, c'est les vieux clignots, c'est pas du LED. Voilà, néanmoins un moulin sérieux, 150 chevaux. Alors c'est 150 chevaux, et c'est à quel régime d'ailleurs? À 10 000 tours, donc on les atteint assez rapidement. Un couple max assez élevé, donc ce serait... alors, j'ai pas regardé la courbe de puissance, mais ce serait intéressant de l'avoir. Mais encore une fois, c'est du 1000, donc ça tire tout le temps, et on sait que ce moteur, en plus, il est réputé pour délivrer bien plus que les spécifications qui lui sont associées. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, ce sera une bécane saine, c'est de l'amortissement, là aussi c'est du Kayaba, c'est réglable avant-arrière, etc. Il n'y a pas autant d'électronique, ça peut être un peu désuet aussi sur voilà, la partie compteur ou autre, mais si vous pouvez la trouver encore en stock, à mon avis vous la paierez même encore moins cher que ça. Je peux pas faire de pronostic, mais je pense on peut bien s'en sortir et l'avoir même, la trouver même à moins de 12 000. Donc c'est quand même intéressant pour une moto de cette cylindrée, de cette qualité, certes d'une conception un peu plus ancienne, mais tout à fait saine. Et puis ça marche ces trucs, hein, faut pas croire, ça allonge les bras quoi. Je continue sur la Z1000 pour terminer un peu cette partie sur ces trois motos qui ne sont plus au catalogue mais qui doivent encore être trouvables dans du stock Euro 4 à des tarifs certainement d'ailleurs avantageux chez certains concessionnaires. Donc 12 799 euros, là encore c'est même encore moins cher que la GSX S1000 et donc certainement trouvable aussi encore moins cher. Et un peu plus lourde que les deux autres, mais c'est la même chose. On est sur une puissance ici de 142 chevaux à 10 000 tours, donc c'est pareil, c'est pas très, très haut, c'est certainement un peu moins sportif que la MT10. C'est un peu plus lourd que les deux autres puisqu'on est sur un poids tout plein fait à 221 kg, là où les deux autres sont plutôt sur la MT10 au du 210 ou 212, et même chose d'ailleurs pour la GTX S1000. C'est ça, 210. Donc c'est un peu plus lourd, mais bon, ça fait jamais que 10 kilos. Une fois que vous êtes dessus, de toute façon, je suis pas sûr que ça change grand chose en termes de ressenti. Ça dépend aussi une question d'équilibrage. Une cylindrée qui est un peu supérieure, c'est-à-dire que là on est sur du 1043 cm3. Euh, voilà, c'est encore du Kayaba en suspension, réglable avant-arrière. De la même façon, une électronique qui est pas réduite au strict minimum, donc il y a un anti-patinage, un ABS, etc. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de cornering ABS ou autre frivolité nouvelle génération. Il y a un compteur qui est lui aussi un peu plus ancien, mais ça reste encore une bécane très solide. Et puis une finition qui est d'après moi un peu supérieure à celle de la Z900, mais encore une fois c'est normal, puisque on est sur la catégorie supérieure. Voilà, donc ces trois motos-là, elles sont à des tarifs compétitifs, et elles le seront encore plus si vous parvenez à les trouver. Certaines vont être remplacées, d'autres vont peut-être être abandonnées. Je ne sais pas par exemple si Kawasaki va continuer la Z1000 alors qu'il y a la ZH2 qui finalement existe aussi dans la catégorie des hyper roadsters. Je ne sais pas s'ils vont maintenir quelque chose entre la Z900 et la ZH2, je ne suis pas sûr. Voilà, Suzuki, bon, Suzuki, je sais pas, ils font des motos encore Suzuki, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et puis voilà, il y a que Yamaha, je pense vraiment qu'ils vont sortir une MT10 sur 2022, revue et corrigée comme ils l'ont fait pour les versions 07
et 0,9. Donc, on va continuer chez nos amis japonais. Et on passe à la CB1000R qui a été revue cette année. Après avoir été revue une première fois en 2018, hein, ils avaient vraiment amélioré la moto qui était passée de 125 à 145 chevaux, qui avait abandonné un peu le style manga pour quelque chose de plus. Ils appellent ça Neo Sports Café, c'est une sorte de café racer mais en mode modernisé. Enfin, c'est un style qui est bien à eux. Moi personnellement, je trouve très réussi. Forcément, de toute façon, j'ai actuellement la 650, donc si je trouvais ça moche, j'en aurais pas une. Je trouve que c'est une moto qui est très réussie, qui est comme finalement celle dont on vient de parler avant, qui est généralement sous-estimée, parce qu'il y a une inflation en fait aussi dans la communauté motarde, en tout cas sur Internet, parce que en vrai c'est différent, mais sur Internet, voilà, il y a beaucoup de gens qui semblent dire qu'aujourd'hui, bah ouais, 145 chevaux, c'est un peu juste, voilà. Je serais curieux de savoir sur quoi ils roulent et comment ils roulent surtout. Mais voilà, donc je pense que c'est une moto qui est un peu sous-estimée. Mais c'est une très bonne moto donc, qui a été revue en 2018 avec un moteur un peu plus expressif et caractériel que ne l'était le moteur précédent. Et puis tout en conservant bien sûr cette onctuosité légendaire des 4 cylindres de gros cylindrée et en particulier chez Honda. Donc, niveau amortissement, on a du Showa avant-arrière réglable pour les deux. On a du freinage, le freinage c'est du Tokiko, je pense que ce sont les mêmes. C'est le système de freinage qui vient de la génération précédente, mais ça freine à ma foi fort correctement. Et puis, cette année en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redessiné un peu le phare à l'avant qui ressemble, bon c'est du Agusta, hein, c'est un peu plus agressif. Ils ont refait les écopes sur les côtés. Il y a la boucle arrière qui est désormais en aluminium brossé au lieu d'être noir, c'est plutôt joli. Il y a toujours cette espèce de gamelle dégueulasse pour les normes anti-pollution sous la bécane. Ils ont aussi réduit la taille du porte-plaque, l'espèce de truc là qui est sur l'arrière. Sur le banc oscillant, bon, moi perso, les supports de plaques, je suis comme ça déporté, je trouve pas ça ouf, mais bon, c'est toujours mieux. Et puis voilà, sinon le moteur lui n'a pas bougé, il est passé Euro 5, mais sans rendre le moindre cheval. Et puis voilà, sinon, donc justement pour le moteur, on est sur les specs, il n'y a pas de specs, s'il y a des specs, sur du 145 chevaux à 10 500 tours. C'est ça, et puis on est sur du 104 Nm à 1250 tours, donc là pour le coup un couple assez bas, c'est pas aussi bas que celui de la Z900, mais ça reste quand même assez bas, et ça dénote quand même une certaine volonté. C'est l'ancien bloc CBR qui a été dégonflé, et donc quand on le dégonfle, généralement on rend aussi plus bas, enfin on rend aussi le bloc plus rond et plus vif en bas, donc là de fait, hein, un couple à peine plus de 8000 tours, couple max sur un point du 4 pattes, c'est plutôt pas mal. Donc un moteur bien plein, qui a quand même un peu d'allonge, 10 500 tours, c'est sympa. C'est une bécane qui est bien équilibrée, voilà. Niveau électronique, comme les trois précédentes, pas de surenchère. Donc uniquement contrôle de traction réglable, des modes de conduite, bien sûr de l'ABS, mais pas de centrale à inertie. Voilà, un nouveau compteur par contre, ils ont mis une très belle dalle TFT de 5 pouces avec toute la connectivité, Bluetooth, etc. Donc, contrairement aux trois modèles précédents, celui-ci n'est pas abandonné par le quatrième Big Four, et il est remis au goût du jour, tout en conservant un peu cette espèce de sobriété qui fait un peu maintenant, qui est un peu l'image de ce segment quand on les compare par rapport aux Hyper Roadster. Il sera intéressant de savoir combien de temps ce segment va subsister, parce que finalement il est un peu cannibalisé par le segment inférieur qui ne cesse d'enfler en termes de cylindrée et de puissance. Mais en tout cas pour l'instant ça conserve un peu cette espèce de juste milieu, et de fait le tarif lui aussi conserve, enfin le tarif reste contenu, puisqu'on est sur du 13 099 €, sachant que voilà, on peut même le trouver à moins de 13 000.
et que le précédent, en tout cas la génération précédente, 2018-2020, coûtait 500 € de plus de mémoire, donc c'est plutôt... Ils ont fait un effort là-dessus. Ils ont à la fois remis la moto à la norme Euro 5, ils ont amélioré un peu le design, moi je trouve que c'est mieux, ils ont refait les jantes aussi, ça je l'ai pas mentionné. Ils ont mis une nouvelle dalle et de la connectivité, une nouvelle dalle, un nouvel écran, un nouveau compteur. Et puis ils ont aussi baissé le tarif, donc c'est plutôt pas mal. Bon, en même temps, c'était nécessaire pour rester cohérent vis-à-vis de la concurrence, mais c'est plutôt pas mal. Et le tout avec le niveau de finition qui est propre à Honda, c'est-à-dire excellent. Hein. On peut dire que parmi les Big Four, c'est certainement ceux qui maîtrisent le mieux le sujet et qui proposent les véhicules les mieux finis. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose qui dépasse, c'est léché. Il y a des surpiqûres, des belles petites surpiqûres sur la selle, vraiment c'est super propre. Voilà, je pense que ça conclut cette partie sur la CB1000R. Si dernière chose que je trouve un peu dommage, et c'est valable d'ailleurs pour toutes les bécanes de cette catégorie, c'est qu'il n'y a pas de shifter de série. Et c'est marrant parce qu'on trouve des shifters. Je trouve un shifter de série sur le nouveau Monster. On en trouve un de série sur la nouvelle MT-09 qui fait même pas 10 000 balles. Et sur la gamme supérieure, sur les 1000, à chaque fois c'est de l'option, y compris même sur la nouvelle S1000 qui vient de sortir. Donc voilà, là encore, il n'y a pas de shifter de série, donc il faut l'ajouter. Bon, c'est un shifter up and down. C'est bien qu'il soit disponible, ce sera encore mieux qu'il soit fourni avec. Voilà. Bon, ceci dit, le tarif est contenu, donc on va pas non plus trop demander. On continue avec nos amis chez Suzuki qui ont tenté, il y a 2 ans, de redonner un coup de fouet à leur plateforme GSX-S en surfant un peu sur la mode néo-sport, café, rétro, voilà, vintage, en ressortant la Katana, que, qui a connu un échec commercial assez cuisant a priori. Euh, Moi personnellement, j'en ai jamais vu en vrai, je sais même pas si cette bécane existe. J'en ai même jamais vu rouler, hein. Pourtant, enfin, j'en vois passer des motos, puisque j'habite en région parisienne, donc il y a quand même un certain brassage de population, mais j'en ai jamais vu. Voilà. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'elle a quand même de la gueule. Faut aimer après le style un peu comme ça, un peu rétro, années 80. Moi, je trouve qu'elle est sympa. Moteur, c'est le moteur de la GSX-S, c'est la partie cycle de la GSX-S, donc toujours aussi efficace et plaisant. Donc elle a beaucoup d'avantages. Elle n'a pas non plus cette surenchère électronique, ce qui fait que le tarif reste contenu. Bon, enfin c'est quand même un peu plus cher, mais ça reste quand même contenu. Mais à mon avis, pourquoi, et là c'est d'ailleurs le problème de cette moto, si vous avez des vues dessus, elle a un défaut énorme, c'est son réservoir qui fait 12 litres. 12 litres sur un 4 cylindres de 150 chevaux, 2000 cm3. Si vous commencez à tartiner, euh, c'est à 150 bornes, vous êtes en réserve, voire un peu avant, quoi. Donc ça, enfin, c'est pas possible. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est dommage. Elle avait des avantages, elle avait une belle gueule, elle se démarquait un peu de la concurrence, et puis ils viennent plomber ça avec un réservoir de 12 litres. Je sais pas qui chez Suzuki s'est dit, on va mettre un réservoir de 12 litres, et ça va pas déranger les clients. Mais mec, mais tu t'es trompé, quoi. Personne veut d'une bécane où il faut faire le plein toutes les 150 bornes au bas mot, au bas mot. C'est pas possible. Bah, tant pis. Voilà, à part ça, un poids dans la moyenne haute, 215 kg, mais bon, c'est caréné, donc puis ça reste tout à fait décent, hein, 215 kg pour un Roadster 1000. Amortissement, toujours pareil, hein, du Kib réglable. Voilà, et les specs moteurs strictement identiques à celles de la GSX-S. Ça, c'est vraiment c'est la dernière tentative de Suzuki. Euh, et- j'ai vraiment l'impression en plus qu'ils ont jeté pas mal de force là-dedans, puis ils sont complètement trompés, quoi. D'après moi, ils sont complètement trompés. C'était, en fait, la katana, c'était une bonne idée qui a été mal implémentée. Voilà. Allez, on termine avec la nouveauté 2021, qui est la BMW, la nouvelle BMW S1000R, qui a été pas mal changée par BM cette année. Ils ont refait l'esthétique, ils ont changé l'optique avant. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Elle est très très belle, que ce soit de profil ou de face. On aura une finition, je l'ai pas vu en vrai, mais bon, je suis pas trop inquiet sur la qualité de la finition. Ils l'ont pas mal allégée. Je crois qu'elle est à 198 kg tout plein fait, ce qui est quand même pas mal. On va aller voir ça tout de suite.
C'est ça, donc 199 kilos. Alors sinon on peut même ajouter le pack M, les roues carbone, mais alors là, laisse tomber. Il va falloir sortir le chéquier là. Ils ont refait l'esthétique, l'optique, euh, équipé de suspension avant-arrière réglable, l'ABS et les freins qui sont faits maison chez BMW. Donc 165 chevaux, c'est la plus puissante de cette catégorie et elle commence vraiment à aller chatouiller d'ailleurs la catégorie supérieure. Et puis avec un couple aussi important, obtenu à un régime assez élevé, ce qui dénote une forme de sportivité quand même sur la machine, ce qui n'est pas surprenant. Mais encore une fois, surtout sur une cylindrée comme celle-là, ça ne veut pas dire qu'en bas c'est euh, c'est mou. Donc une très belle machine, euh, elle est vraiment jolie. C'est la plus performante aussi euh, de toutes les machines là qu'on vient de mentionner parmi les 6 machines. C'est la plus légère, c'est aussi la plus récente, avec un écran TFT couleur, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Là pour le coup on a la centrale pour l'ABS cornering, c'est vraiment bien équipé. Euh, je trouve que c'est, enfin moi vraiment, j'ai failli me laisser tenter par celle-là, et ce qui m'a personnellement bloqué, j'en viens donc au défaut d'après moi de cette machine, qui n'est pas un défaut intrinsèque à la machine, c'est plus un défaut qui est relatif à la stratégie tarifaire de BMW, c'est-à-dire que absolument tout est en option. Donc c'est une moto qui de base coûte 14 900 euros, si je ne me trompe pas, c'est ça, 14 980 euros, donc on tend dire 15 000 euros. Et tenez-vous bien, si vous voulez changer la couleur, qui n'est pas celle-ci d'origine, hein, la couleur d'origine c'est une couleur rouge, eh bien il vous en coûtera la modique somme de 315 ou 350 euros, quelque chose comme ça. Voilà, et tout est en option. Le shifter en option, poignée chauffante en option, la peinture donc c'est en option. Enfin, vous avez un catalogue d'options qui est gargantuesque chez BMW. Et quand vous commencez en fait à, même si vous essayez de prendre que le strict nécessaire par rapport à votre besoin, très vite en fait la note s'allonge et ça me semble compliqué d'obtenir un modèle. Voilà, elle démarre à 15 000, mais en fait, si on en veut une à peu près décente, il va falloir plutôt allonger 16 500. Ce qui la rapproche quand même sur un plan tarifaire de la catégorie supérieure aussi. Mais après, elle n'est pas non plus très loin en termes de performance. Donc ça s'entend. C'est juste que le prix d'appel de 15 000 euros peut sembler comme ça à première vue intéressant. Et puis quand on commence à mettre le nez dedans, on se rend compte que ah ouais d'accord, ok. En fait, je pense que prochain modèle, ils vont mettre les roues en option quoi. Voilà, c'est ça le problème de BMW. Mais sinon, assurément une belle machine, bien finie, avec un châssis de toute façon qui a déjà été éprouvé. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la partie cycle, sur le châssis, certainement pas sur les performances du moteur. Ce sera une machine homogène, bien finie, avec toute la modernité électronique qu'on est en droit d'attendre. Donc ça c'est clairement l'une des nouveautés Roadster 2021. Et c'est intéressant aussi de voir que BM continue quand même à développer, en tout cas à faire des itérations de son 4 en ligne 1000, voilà. Pour les amoureux de ce type d'architecture et du bruit qui est associé, c'est toujours intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça conclut cette deuxième partie sur notre récapitulatif des roadsters de plus de 900 cm3 disponibles sur 2021. On continuera donc très bientôt. En tout cas, vous devriez pouvoir trouver la vidéo déjà disponible sur la troisième partie qui va concerner ce qu'on appelle les hyper roadsters, donc avec la Tuono, la nouvelle Speed Triple naturellement, et puis bien sûr du Street Fighter V4S et Super Duke principalement. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à ajouter même des éléments qui n'auraient pas été mentionnés et que vous pourriez penser utiles pour la communauté. Et puis, je vous fais un gros V et je vous dis à très bientôt. A plus.